Le pire scénario s'est finalement produit. Les bombes sont en l'air et dans quelques minutes, les États-Unis seront frappés par une attaque nucléaire. Des millions de personnes sont en danger, ainsi que l'avenir du gouvernement des États-Unis. Et maintenant, ce n'est pas la première fois que la menace d'un anéantissement nucléaire est une priorité pour le gouvernement. Depuis que les États-Unis ont battu les nazis à la bombe et ont été suivis par les soviétiques quelques années plus tard, le gouvernement s'est préparé au pire scénario d'une attaque nucléaire sur le territoire national. Au départ, la menace venait de l'Union soviétique, l'ennemi juré des États-Unis. Mais aujourd'hui, la menace d'une attaque nucléaire vient de la Chine, de la Russie, de la Corée du Nord, du Pakistan, de puissances montantes comme l'Iran et même de groupes terroristes nationaux. Personne ne sait si l'un de ces pays, à part les deux premiers, a la capacité de frapper les États-Unis. Mais le gouvernement ne cherche pas à tester sa chance. Après les attaques terroristes du 11 septembre, le gouvernement a rapidement pris des mesures pour parer à toute éventualité et disposer d'un plan d'action en cas de scénario catastrophe. Le ministère de la Sécurité intérieure a créé de multiples scénarios et une attaque nucléaire est le scénario de réponse nationale numéro 1. Il est inquiétant de constater que les scénarios sont classés en fonction de leur probabilité d'occurrence, ce qui signifie que le gouvernement pense qu'une attaque nucléaire sur le territoire national est le scénario catastrophique le plus probable. Et y faire face ne sera pas simple. La première étape du gouvernement est d'essayer d'étouffer la menace nucléaire, ce qui est beaucoup plus compliqué qu'auparavant. Pendant la guerre froide, pour empêcher le lancement d'armes nucléaires, il fallait généralement s'adresser à un seul homme, le Premier ministre de l'Union soviétique. Si d'autres pays possédaient des armes nucléaires, ils étaient généralement fermement alignés sur l'un des deux camps. Aujourd'hui, avec l'Inde et le Pakistan qui possèdent tous deux des armes nucléaires et sont en état de guerre larvé l'un contre l'autre, sans compter le régime notoirement instable des Kim qui testent des missiles en permanence, les variables sont beaucoup plus nombreuses. Et avec l'effondrement de l'Union soviétique et l'instabilité d'autres régimes, il est possible que les armes nucléaires et les bombes illégales se retrouvent sur le marché noir. Ce qui signifie que les armes nucléaires peuvent frapper le pays de plusieurs façons. Les missiles nucléaires à longue portée qui transportent la plus grande charge utile constituent la plus grande menace. On pense que seules la Russie et la Chine ont la capacité de frapper les États-Unis de cette manière, la Corée du Nord s'efforçant de rejoindre le club. Les missiles nucléaires des autres pays sont principalement conçus pour faire face à des menaces dans leur arrière-cour. S'il s'agit de la menace la plus prévisible, c'est aussi la plus dangereuse. Ces missiles sont ceux qui transportent la plus grosse charge utile et peuvent anéantir toute une zone métropolitaine en un seul tir. Les États-Unis, la Russie et la Chine disposent chacun d'un nombre suffisant de ces missiles pour anéantir la vie sur Terre à plusieurs reprises. C'est pourquoi un système d'alerte précoce est essentiel. Les États-Unis, le Canada et le Danemark ont mis au point un système radar pendant la guerre froide pour prévenir l'arrivée de missiles soviétiques. Comme le chemin le plus court pour un missile soviétique passait par le pôle Nord, ils ont construit l'infrastructure dans tout l'Arctique. Ces systèmes ont servi de base aux systèmes d'alerte aux missiles balistiques dans le monde entier et ils sont toujours utilisés aujourd'hui, même s'ils ne sont pas infaillibles. Pendant la guerre froide, il y a eu plusieurs fausses alertes de missiles entrants et la guerre nucléaire a été évitée par des commandants au sang-froid qui ont souvent défié le protocole pour ne pas lancer une réponse à grande échelle. Et même à l'époque moderne, il y a eu de fausses alertes. En 2018, les habitants d'Hawaï ont reçu un message d'urgence concernant l'arrivée d'un missile balistique, ce qui a semé la panique sur la majeure partie de l'île. Il s'agissait de fausses alertes, mais la vraie alerte pourrait survenir à tout moment. En cas d'attaque nucléaire réelle, le gouvernement a de nombreux plans pour que les choses continuent à fonctionner. La première priorité est d'assurer la sécurité du président et de la clé de la défense des États-Unis, le ballon nucléaire. Malgré ce que les médias veulent vous faire croire, il n'y a pas de mallette avec un gros bouton pour lancer les armes nucléaires, ce qui est probablement une bonne chose, étant donné que certains présidents ont pu appuyer dessus parce que quelqu'un les a insultés sur Twitter. Au lieu de cela, pour lancer les armes nucléaires, le président utilise la mallette pour communiquer avec le Pentagone depuis n'importe où et donner ses instructions. Et ses ordres sont absolus. Les ordres du président sont authentifiés par le Pentagone, mais le seul but est de confirmer que le président est bien celui qui donne les ordres. Une fois que le président a donné l'ordre de lancer les armes nucléaires en représailles à une attaque ou en tant que première frappe, le Pentagone n'a aucune autorité pour refuser cet ordre. Il confirme l'identité du président, y compris les codes nucléaires actuels, et lance l'arme. Certains ont déclaré que cela donnait trop de pouvoir au président. Le major Harold Herring souligne certaines des failles du programme pendant la guerre froide.
Il a été rapidement retiré du programme d'entraînement aux missiles pour avoir posé trop de questions. Mais avant le lancement des missiles, le président doit être maintenu en vie. Une fois qu'il est clair que les missiles sont en l'air, le président est immédiatement emmené dans son bunker d'urgence, quel que soit le bunker le plus proche de sa position. Le voyage sera probablement court et facile car le gouvernement dispose de dizaines de ces bunkers dans tout le pays, chacun étant équipé pour servir à la fois de centre de commandement local pour le président et d'endroits où les survivants peuvent être maintenus en vie à long terme. C'est dans ces bunkers que se joue le pire des scénarios. Si la vie à la surface devient impossible en raison des retombées nucléaires, le gouvernement américain peut survivre sous terre. Et certaines de ces installations sont massives. Si la plupart d'entre elles et leurs emplacements sont tenus secrets, les plus grandes sont bien connues. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez y entrer pour les visiter. Raven Rock, situé dans le sud de la Pennsylvanie, est une installation militaire américaine massive qui sert de centre de commandement pour les forces armées. Chacune des 4 branches a une base ici, ainsi que le Mount Weather en Virginie et Cheyenne Mountain dans le Colorado. Toutes 3 sont construites dans des montagnes et sont massives, ressemblant plus à une ville qu'à un immeuble de bureau. Les seules personnes qui ont accès à ces centres sont les militaires essentiels qui ont une habilitation suffisamment élevée pour accéder au cœur du plan de préparation nucléaire du gouvernement. Mais que se passera-t-il si le président ne peut être sauvé? Personne ne sait où le premier missile frappera et il est impossible que le président, le vice-président et les dirigeants du Congrès, le président de la Chambre des représentants et le président temporaire se trouvent au point zéro lorsqu'une attaque nucléaire frappera Washington. Cela pourrait plonger le gouvernement américain dans le chaos, sans leader clair. C'est pourquoi l'ordre de succession est inscrit dans la Constitution. Si les 4 principaux dirigeants sont éliminés, l'ordre de succession commence à descendre le long du cabinet, en commençant par le secrétaire d'État et en descendant en fonction de la date de création des postes du cabinet. Ainsi, le secrétaire à la sécurité intérieure est le dernier en ligne puisqu'il occupe le poste le plus récent, et le gouvernement prend grand soin de veiller à ce qu'il ne soit jamais complètement éliminé. Toute la ligne de succession ne se trouve jamais au même endroit au même moment, et cela se produit le plus souvent lors du discours sur l'état de l'Union. Un membre du cabinet est toujours choisi pour rester en arrière et tenir le fort dans un endroit sûr au cas où une attaque anéantirait le Congrès, le survivant désigné. C'est une façon ordonnée de gérer les choses, mais en cas d'attaque nucléaire, il est plus probable que ce soit celui qui a le plus de chances qui s'en charge. Ainsi, la première tâche des militaires en cas d'attaque inattendue pourrait être de retrouver le survivant le plus chanceux et lui faire savoir qu'il est désormais président. Bien, le président est en sécurité, peu importe qui c'est. Mais qu'en est-il du reste d'entre nous? Lorsque les armes nucléaires ont été développées, les plans pour survivre à une attaque étaient au mieux rudimentaires. Les gens construisaient des abris anti-bombes, mais il n'est pas certain que l'un d'entre eux aurait pu résister à une explosion nucléaire. Quant au gouvernement, il savait que les gens n'auraient probablement que quelques minutes d'avance avant que les armes soviétiques ne frappent, et très peu d'endroits où se cacher. Leur conseil était donc de se mettre sous leur bureau. Dans les années 1950, les écoliers américains se sont familiarisés avec l'exercice se cacher et se mettre à l'abri, qui a rejoint l'emblématique exercice d'incendie dans les routines régulières. Se cacher sous son bureau pourrait-il faire la différence en cas d'attaque nucléaire? Bien sûr que non. Mais cela donnait aux gens l'impression qu'ils avaient plus de contrôle sur leur destin, donc cela a peut-être joué son rôle à l'époque. Et puis, ceci était promu par une tortue de dessin animé. Mais dans l'éventualité d'une véritable attaque nucléaire, le gouvernement avait prévu de tenter de préserver ce qu'il pouvait. La communication sera essentielle au lendemain d'une attaque nucléaire, alors qui en sera chargé? Pas le ministère de la Défense, étonnamment, l'Agence de protection de l'environnement. En effet, la plus grande menace après les premières explosions sera la radiation dans l'air. Quiconque se trouve dans le rayon immédiat de l'explosion est mort et ceux qui ont réussi à s'éloigner suffisamment de l'explosion ne feront pas long feu sans l'aide du gouvernement. Mais après l'explosion, savoir quoi faire peut faire la différence entre la survie et la mort par irradiation. C'est pourquoi l'EPA a publié une série de scripts destinés à guider les gens à la suite d'une attaque. Certains d'entre eux relèvent du bon sens et d'autres peuvent éviter aux gens de commettre des erreurs fatales. Les scripts indiquent aux gens comment se procurer de la nourriture et de l'eau et les avertissent de s'éloigner le plus possible du lieu de l'explosion. Ils préviennent également les gens d'éviter les espaces publics car le risque de se rendre à l'hôpital ou à la caserne de pompiers est trop élevé pour être pris à moins d'avoir une urgence médicale. Il peut être tentant d'abandonner la voiture et de chercher un endroit plus sûr, mais la voiture vous protège en fait assez bien des radiations extérieures. Alors se terrer dans la voiture peut être la meilleure solution. Mais les conseils ne sont pas exhaustifs. Le gouvernement est préparé à toutes les éventualités et, même si le risque de guerre nucléaire a diminué depuis la guerre froide,
Ils conservent des stocks de médicaments qui pourraient soulager les maladies au lendemain d'une attaque nucléaire. Cela fait partie du Strategic National Stockpile, une réserve de médicaments d'urgence stockés en cas de catastrophe. Ce stock est réparti dans un réseau d'entrepôts à travers les États-Unis et pourrait être utilisé pour répondre à une épidémie soudaine ou à une catastrophe naturelle. Mais la partie la plus importante de la cachette est son stock de médicaments conçus pour soulager les maladies dues aux radiations. Bien sûr, cela n'aide pas les personnes prises au point zéro ou celles qui reçoivent une dose mortelle, mais cela pourrait contribuer à réduire le nombre de victimes au lendemain de la catastrophe. Et qui s'occuperait de la distribution? Ce serait l'organisation dont tout le monde espère qu'elle gaspille l'argent des contribuables, parce qu'elle n'aura quelque chose à faire qu'au lendemain d'une catastrophe massive. L'entreprise de contre-mesures médicales d'urgence en matière de santé publique, Public Health Emergency Medical Countermeasures Enterprise, ou l'acronyme anglais FEMC, est l'organisme gouvernemental de dernier recours en cas de catastrophe nucléaire. C'est particulièrement important car il est impossible que certaines agences soient anéanties par l'attaque et que d'autres soient incapables de communiquer en raison de la destruction des infrastructures. Cette division assurera donc la coordination entre une douzaine d'agences gouvernementales, dont le CDC et le ministère de la Défense. L'objectif sera d'acheminer les fournitures et les médicaments vers les populations, de communiquer les mesures de sécurité, de déterminer l'origine de l'attaque et décider de la réponse à apporter. Mais le gouvernement ne peut pas tout faire. Le gouvernement dispose de bunkers dans tout le pays, Raven Rock étant le plus grand et le plus sûr. Personne ne sait exactement combien il y en a, ni quelle est leur capacité, mais il est devenu évident qu'en cas de catastrophe nucléaire de grande ampleur, il sera impossible de sauver tout le monde. Dans les années 1950, les bombes étaient plus petites et plus lentes, et nous avions plus de chances d'être prévenus à l'avance. Aucun pays ne possédait d'autant d'armes nucléaires qu'aujourd'hui, et la population des États-Unis était beaucoup plus faible. Puis les bombes n'ont cessé de croître, tout comme la population. Des armes ont été développées, capables d'anéantir des villes entières en quelques secondes. Du coup, le plan a changé. Pendant l'administration Reagan, deux hommes influents ont été emmenés à rencontrer le président. Leurs noms, Dick Cheney et Donald Rumsfeld. Alors qu'ils allaient devenir célèbres, ou tristement célèbres, quelques décennies plus tard, ils n'étaient pour l'instant que des conseillers de confiance et Reagan voulait qu'ils élaborent une stratégie de guerre froide pour assurer la survie du leadership américain en cas de guerre nucléaire. Les tensions avec l'Union soviétique s'intensifiaient à nouveau et une guerre nucléaire pouvait éclater à tout moment. Ainsi, chaque année, ils partaient en mission secrète pour planifier une voie de sortie pour la ligne de succession. Bien que le plan soit hautement confidentiel, on pense qu'il impliquait que les principaux responsables soient séparés et envoyés par avion dans des bunkers distincts, chaque équipe comprenant un membre du cabinet et des responsables représentant le ministère de la Défense, le département de l'État et la CIA. Ainsi, peu importe qui survivrait, l'infrastructure serait là pour prendre le commandement. Mais à quoi ressemblerait la vie de ceux qui auront survécu? Le plan prévoyait un séjour prolongé sous terre dans les bunkers qui seraient approvisionnés en produits de base pour la survie. Et pas grand-chose d'autre. La vie en bas serait spartiate, la nourriture étant probablement strictement rationnée pour la survie à long terme et conçue pour être stable en rayon, car elle devait rester là jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Dans les années 1950, le gouvernement a d'abord exhorté les gens à conserver une semaine de conserve en cas d'accident nucléaire, mais les recherches ont montré que cela n'apporterait rien de plus qu'un sursis. Il faudrait bien plus si une famille voulait survivre à une attaque nucléaire. La solution, le All-Purpose Survival Cracker, un cracker dur et insipide à base de blé bulgur. Il était vendu en paquets individuels, accompagné d'un petit bonbon dur appelé supplément de glucides. Ils ont été conçus pour être conservés, mais ils n'ont pas duré éternellement. Lorsqu'on a tenté d'utiliser les crackers dans les années 1970 dans les zones sinistrées, il était clair qu'ils étaient périmés depuis longtemps. Ils ont été conçus pour une époque où la guerre nucléaire semblait réelle, presque attendue, mais lorsque l'apocalypse n'a pas eu lieu, ils sont tombés en désuétude et la production a été arrêtée. Aujourd'hui, elles ne sont plus vraiment nécessaires. Les choix d'aliments en conserve bon marché et accessibles qui peuvent durer des années ou plus est si vaste que les gens peuvent facilement remplir leur garde-manger d'apocalypse. Mais il y a de fortes chances que les responsables aient de bien meilleures provisions. Personne ne sait exactement ce que contiennent ces bâtiments comme Raven Rock, mais la taille même des installations permet d'approvisionner des centaines voire des milliers de personnes pendant des années. Le président ne souffrira donc pas de la faim et il pourra peut-être même emmener son chef de personnel, même si, comme tout le monde, il sera limité aux aliments stables et durables. Mais pour le reste d'entre nous, nous en sommes revenus au vieux conseil de garder une réserve de conserve pour tenir jusqu'à ce que l'extérieur soit à nouveau sûr. Mais le gouvernement ne conseille plus vraiment aux gens de se préparer à une catastrophe nucléaire, même si les chances d'en subir une sont légèrement plus élevées qu'après la guerre froide.
Et même si le gouvernement ne prévoit pas de guerre, cela ne veut pas dire qu'il n'y est pas prêt. Que se passerait-il si les États-Unis étaient réellement touchés par une attaque nucléaire, tuant des millions de personnes et anéantissant une grande partie du gouvernement américain? Il serait clair que l'état de guerre existe, mais que se passerait-il si le gouvernement ne savait pas exactement d'où venaient les bombes au départ? La première tâche du centre de commandement mobile serait de suivre les bombes pour s'assurer que nous frappons le bon pays en réponse. Ceci n'est applicable que dans le cas d'une attaque de missile, la méthode la plus probable. Si une attaque nucléaire non conventionnelle était lancée, par exemple une bombe nucléaire de type valise ou une bombe sale, les premiers efforts du gouvernement porteraient sur les secours et les enquêtes. Mais lorsqu'un coupable est découvert, qu'il s'agisse d'un groupe terroriste ou d'un État voyou, l'enfer est à portée de main. Mais que se passerait-il si c'était une superpuissance? La menace la plus probable pour les États-Unis pendant la guerre froide était que les Soviétiques décident de frapper les premiers parce qu'ils avaient décidé que le moment était venu de vaincre leur plus grand ennemi et de mettre le monde entier sous la botte soviétique. S'agissait-il d'une issue réaliste? Personne n'en est sûr. Et la plupart des fois où la guerre nucléaire a failli éclater, c'était à cause de l'esprit de précaution et de renseignements erronés. Mais si l'Union soviétique frappait les États-Unis, le ministère de la Défense avait un plan. Et c'était un plan pour des dommages maximum. Il s'agissait du Single Integrated Operational Plan, un programme apocalyptique prévoyant le déclenchement de plus de 1700 engins nucléaires sur plus de 700 cibles, éliminant toutes les grandes villes soviétiques et chinoises ainsi que des cibles dans d'autres pays communistes comme la Corée du Nord. On ne sait exactement comment ce plan a évolué au fil des ans, mais ce qui était choquant, c'est qu'il ne faisait aucune distinction selon qu'un pays communiste avait attaqué les États-Unis ou non. Mais ce plan fonctionnerait-il aujourd'hui? En un mot, non. Lorsque le plan a été conçu, les bombes utilisées étaient de 80 kilotonnes, soit 4 fois plus la puissance de la bombe qui a frappé Nagasaki. Aujourd'hui, la plupart des missiles nucléaires sont beaucoup plus puissants que cela, et une attaque de cette puissance ne se contenterait probablement pas d'anéantir l'ennemi, mais provoquerait un niveau de retombée nucléaire qui rendrait la vie à la surface complètement inhospitalière à long terme. Les nuages transporteraient le poison dans le monde entier, même loin des sites initialement touchés. Dans le meilleur des cas, les gens seraient obligés de vivre sous terre pendant des années. Dans le pire des cas, cela pourrait signifier la fin de toute vie sur Terre. Cela signifie que toute réponse aujourd'hui serait probablement beaucoup plus ciblée, mais il est fort probable qu'elle impliquerait toujours une frappe nucléaire sur les structures de pouvoir de l'ennemi à l'origine de l'attaque. D'autres éléments du plan de réponse ont heureusement été abandonnés. L'un des aspects les plus tristement célèbres de la Seconde Guerre mondiale a été l'arrestation et l'internement par les États-Unis de milliers de Japonais américains sur la seule base de leur appartenance ethnique, la plupart d'entre eux ayant été détenus pendant des années jusqu'à la fin de la guerre. Et donc, naturellement, pendant la guerre froide, certaines personnes ont regardé cette violation flagrante des droits civiques et se sont demandé « Comment puis-je faire en sorte que cela marche pour moi ?» J. Edgar Hoover, le chef du FBI, notoirement paranoïaque, était connu pour tenir une liste d'ennemis qu'il préconisait que le président s'en serve comme base pour détenir et arrêter toute personne considérée comme un subversif potentiel. Cela aurait probablement impliqué tous les étrangers présents aux États-Unis ainsi que toute personne de nationalité des attaquants. Cela aurait impliqué tous les étrangers présents aux États-Unis ainsi que toute personne de la nationalité des attaquants. Ces plans n'ont jamais été mis en œuvre, mais personne ne sait quelle liste le gouvernement établit encore. Mais le plus grand défi pour le gouvernement au lendemain d'une attaque nucléaire pourrait bien être la population. Les États-Unis ont une grande tradition de réaction calme et solidaire en cas de catastrophe, et nous n'avons aucun doute sur le fait que... Oh, de qui se moque-t-on? Quelques années seulement se sont écoulées depuis 2020, et nous nous souvenons tous nous être battus pour les derniers rouleaux de papier toilette dans les allées de Target. Lorsqu'une catastrophe se produit, elle devient souvent bien pire parce que les gens réagissent de manière excessive et deviennent paranoïaques et hostiles. Au lendemain d'une attaque nucléaire, il est probable que les gens paniquent, ce qui pourrait aggraver une situation déjà mauvaise. Si les gens courent dans tous les sens, le taux de mortalité dû à l'empoisonnement par les radiations pourrait augmenter. Cela pourrait également entraîner une recrudescence de la criminalité à un moment où les autorités sont occupées par un problème bien plus important. Le gouvernement a donc décidé de voir ce qu'il pouvait prévoir avant que cela ne se produise. Le ministère de la Défense effectue régulièrement des simulations sur des systèmes informatiques pour certains types de catastrophes, comme une attaque nucléaire au-dessus de la Maison Blanche. Le système a été créé par un chercheur de Virginia Tech, Chris Barrett, qui est spécialisé dans les simulations massives impliquant des variables pour des milliers de personnes. À l'aide de l'un des ordinateurs les plus avancés du monde,
Il détermine les résultats les plus favorables et les plus défavorables. Ces simulations ont été reprises par le gouvernement qui les utilise désormais régulièrement pour planifier des événements qu'il espère ne jamais voir se produire. Quels sont donc les meilleurs et les pires scénarios? Dans le meilleur des cas, les gens agissent généralement de manière responsable, tiennent compte des conseils et se concentrent sur leur propre sécurité. Les pires scénarios deviennent une réalité lorsque les gens décident de se rendre au point zéro pour tenter d'aider les personnes prises dans la zone sinistrée. Non seulement il n'y aura que peu ou pas de survivants après une explosion nucléaire, mais ces héros en herbe se condamneront souvent à mort à cause des retombées. Quels sont donc les plans du gouvernement aujourd'hui? La plupart des plans de la guerre froide sont toujours en vigueur dans une certaine mesure, mais ils ont été adaptés aux technologies modernes qui facilitent la communication et l'action. Où que se trouvent les dirigeants, nos infrastructures de communication étant plus solides que jamais, il y a de fortes chances que le gouvernement puisse rester en contact avec ses citoyens et les maintenir aussi calmes que possible. Mais pour ce qui est de la suite, c'est hautement confidentiel. Et j'espère que cela le restera pour toujours. Vous voulez en savoir plus sur ce scénario apocalyptique? Consultez Que se passerait-il si la Russie lançait une bombe nucléaire, minute par minute? Ou regardez, voici comment survivre à une attaque nucléaire pour savoir quoi faire si le pire se produit.